Ce soir comme, pas seulement comme information, mais comme partage aussi de tes émotions, de discuter avec eux et comment tu ressens les choses. C'est quand même un message qui sort quand même du cœur. Maintenant, on va passer à M. Alain Corvez, qui est Saint-Cyrien, ancien militaire, un officier de l'infanterie. Saint-Cyrien. Comment dis-je? Je dis quoi? J'ai bien dit Saint-Cyrien. Non. J'ai bien dit Saint-Cyrien. Voilà. Et il est officier de commandement il était officier de commandement de l'armée française. Il était le commandement même au Fenoul au Liban. Il était conseiller de général au Fenoul au Liban. Et aussi, il est spécialiste en relations internationales. Et il a travaillé au compte du ministère de la Défense, bien entendu, en tant que militaire, mais aussi pour le compte des affaires étrangères. Il était aussi en poste à l'ambassade de France en Zambie, avec mission dans l'ensemble de l'Afrique australe. Monsieur Corvez, il est conseiller en relations internationales au ministère de l'Intérieur aussi. Il est aussi il est installé en profession libérale, sur son compte depuis 1994, et il est vice-président de Saint-Germain. Alors si, c'est important que les gens le connaissent, M. Corvez, membre de la convention de la Fondation Charles de Gaulle, pour laquelle il a organisé un voyage d'études en Irlande en 2002 et au Liban en 2004. Il est ancien secrétaire général de la Fondation de la France Libre. Et aussi, il est décoré de la Croix de la valeur militaire, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. Je laisse la parole à M. Corvez. Merci. Alors, j'interviens en dernier et, ma foi, après ce qui a été dit avant moi, très brillamment, je vais réduire mon propos à des choses essentielles. Excusez-moi, je vais vous couper. En arabe, on dit celui qui termine à la fin, c'est lui qui est plus cher. Alors, allez, qui termine. Voilà, comment on dit? Voilà. Comment on dit الحسد المال للتالي. مسك الختام, voilà. مسك الختام, voilà, c'est le meilleur et pour la fin. Bien. Donc, je crois que le paysage géopolitique que vous a décrit l'ambassadeur Mako était d'une très grande qualité et je le partage entièrement. Et le témoignage de Aïssa Moudani qui arrive de Syrie était tout à fait complémentaire de cette vision géopolitique. Alors, moi, comme vous l'avez vu, je suis un géopoliticien et j'essaie d'observer le monde et de rester froid vis-à-vis des forces qui s'affrontent dans le monde. Je suis convaincu en tant que géopoliticien que nous sommes à la naissance. Nous avons d'ailleurs dépassé la naissance, mais on ne s'en aperçoit pas toujours. Mais nous sommes entrés dans un nouveau monde qui ne répondra plus aux normes que nous avons connues jusqu'à présent. La difficulté de décerner les nouvelles forces vient du fait que les États, les nations sont souvent hypocrites et donc elles ont des options, elles choisissent des options. Par exemple, on parle du pivot des États-Unis vers l'Asie, où viendraient ses priorités désormais. Je pense que c'est complètement faux, parce que, bien entendu, la Chine est une inquiétude pour les États-Unis, mais ils n'ont absolument pas abandonné l'Europe, on s'en aperçoit avec ce qui se passe en Ukraine, et ils n'ont absolument pas abandonné le Moyen-Orient.
certain que le Moyen-Orient, au centre duquel se trouve la Syrie, est un point d'appui fondamental des rivalités entre les grandes puissances. Car il faut absolument prendre du recul par rapport aux événements, et après tous les récits tragiques qu'on vous a fait de ce qui se passe en Syrie, il faut savoir que tout ça est organisé. Ça n'est pas des bandes hirsutes de gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils font d'ailleurs, qui commettent ces crimes. Ils sont pilotés, ils sont dirigés. Et il faut savoir, notamment pour Daesh, je ne vais pas le dire détaillé, mais il faut que vous sachiez que les stratèges de Daesh, ce sont les anciens militaires, les anciens baassistes de l'Irak, et qui voient par cette alliance avec Daesh le moyen de reprendre le pouvoir à Bagdad, après en avoir été chassé par les Américains en 2003. Donc, tout ceci est organisé. J'ai écrit en 2003 un article qui a été diffusé dans différents médias, notamment la revue de défense nationale, que j'avais intitulé « La Syrie creuset de la naissance d'un nouvel ordre mondial ». Eh bien, c'est tout à fait exact. Nous sommes en train d'assister à la reconnaissance par les États-Unis qu'ils ne sont plus la seule puissance qu'ils étaient, comme l'a expliqué l'ambassadeur Rimbaud tout à l'heure, après la disparition de l'URSS. Ils sont en train de réaliser qu'ils doivent tenir compte des nouvelles puissances qui exercent leur influence désormais dans le monde, bien entendu la Chine, la Russie renaissante, mais également l'Amérique latine, où ils subissent des revers tous les jours, le Brésil et des pays d'Afrique. Donc la majorité du monde, en fait, désormais ne veut pas faire la guerre aux États-Unis d'Amérique, mais lui dit, vous n'êtes plus les seuls à diriger le monde, et nous avons des intérêts qui ne sont pas toujours les vôtres. Donc nous assistons à la naissance d'un nouveau monde, et je pense que les annonces que vous entendez de temps en temps, si vous vous intéressez un peu à la situation internationale, des accords qui sont signés entre la Chine, la Russie, l'Inde, ce qui est assez paradoxal, puisque l'Inde et la Chine sont traditionnellement des ennemis, mais non, là ils s'entendent pour trouver de nouveaux accords économiques et définir des intérêts en commun qu'ils défendront en commun. Et ça va même jusqu'à créer des banques, et donc une menace pour la suprématie du dollar. Donc vous voyez bien que dans ce monde qui est en perpétuel bouleversement, dans lequel, bien entendu, les États-Unis d'Amérique restent la première puissance économique et militaire du monde, et ils le resteront encore pendant longtemps, mais ils ne seront plus les seuls. On a eu, il y a un deuxième point très important sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a eu une propagande éhontée qui a fait croire que la civilisation occidentale, ainsi qu'on l'appelait, qu'on l'appelle encore malheureusement, que la civilisation occidentale était la seule et qu'elle représentait la panacée qui devait s'étendre à l'ensemble de la planète. Et ceci est totalement faux. D'abord, les Occidentaux, ils représentent en gros 800 millions au maximum d'habitants, et donc tout le reste des habitants de la planète ne sont pas occidentaux. Donc vous voyez bien que c'est une propagande qui a fait croire que les États-Unis et ses alliés représentaient la panacée à la fois en termes de civilisation, de vertu, de droits de l'homme, de liberté, surtout lorsque l'URSS s'est écroulée et son système économique. Et donc, la propagande de cet Occident s'est développée, et vous et moi, nous en buvons tous les jours. Alors, c'est un point très important, parce que il faut savoir que vous lisiez Libération, ou Le Monde, ou Marianne, ou Le Figaro, ou quel que soit le journal, ces journaux, ces médias, ou les postes de télévision, bien entendu, les chaînes de télévision,
ces médias sont entre les mains de la finance internationale. La finance internationale est dirigée depuis Washington, à Wall Street, aidée en cela par la City, mais qui perd de plus en plus de son importance. Sur le plan de la finance, elle a encore beaucoup d'importance. Sur le plan géopolitique, les grands Bretons sont en train de perdre énormément parce qu'ils ne veulent plus être dans l'Europe, mais ils veulent plus, ils ne comptent plus pour les États-Unis, donc ils perdent énormément. Néanmoins, sur le plan de la finance, ils jouent encore un rôle important. Et ces gens, Wall Street et la City, dirigent le monde grâce à cette finance qui veut abattre toutes les frontières. C'est pour ça qu'ils veulent détruire les nations européennes. Il faut créer des glacis qui laisseront libre cours à la prédation de cette finance internationale qui pourra ainsi s'emparer des entreprises ou des biens qu'elle veut conquérir à travers le monde. C'est ainsi que la désindustrialisation de notre pays, la France, s'est faite depuis des années parce que cette finance internationale a créé des lois, des normes et des règles, et l'Union européenne en est le bras armé, qui interdisent aux nations de défendre leurs propres intérêts. Ceci, ça vous paraît assez loin de la Syrie, mais cependant c'est lié. Parce que ce qui se passe en Syrie, c'est en fait une guerre entre des puissances rivales. Donc ce bloc occidental mené par les États-Unis d'Amérique, et de l'autre côté, le tiers-monde, ou ce qui reste du monde, et nous savons qu'en Syrie, les soutiens importants du gouvernement syrien sont la Chine, l'Iran et la Russie. Mais il y en a d'autres. Le Venezuela envoie régulièrement du pétrole en Syrie. L'Amérique latine soutient en général la Syrie. Dans les pays arabes, l'Algérie par exemple soutient la Syrie également. Donc c'est un affrontement entre des grandes puissances qui, au travers de relais et hélas la mort de malheureux Syriens, défendent leurs intérêts. Tout à l'heure, ça a été dit par l'ambassadeur Rimbaud, ce terrorisme a été créé au départ par les États-Unis, tout le monde le sait. Ce matin, dans un autre colloque où nous étions, les gens l'ont dit également. Tout le monde sait que ça part de l'Afghanistan et que depuis, il n'y a eu aucune discontinuité et que les agissements actuels de Daesh en Syrie et en Irak sont le résultat de la volonté des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et de ses alliés, notamment la Turquie, de combattre les régimes qui ne plaisent pas à cet Occident dirigé par les États-Unis d'Amérique. Parce que, remarquez bien que tous les pays qui ont été attaqués, ce sont des pays qui, en général, défendaient la cause palestinienne et qui représentaient une menace pour Israël. L'Irak a été détruit parce que c'est un pays puissant et qui avait des moyens et qui avait développé énormément le pays et qui représentait évidemment une menace contre Israël et qui soutenait la cause palestinienne. La Syrie, c'est exactement la même chose. Le fait qu'il y ait des millions de réfugiés palestiniens, pas des millions, 1 million de réfugiés palestiniens en Syrie, le fait qu'il y ait des réfugiés de la guerre en Irak, donc des réfugiés irakiens en Syrie, tout ça était quelque chose, comme l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, il a fait l'illusion à l'ambassadeur Rimbaud, était quelque chose qui gênait Israël. Israël est devenu très clairement l'allié de l'Arabie Saoudite et de ses alliés sunnites dans la région. Alors, tout ceci est désormais très clair. Les États-Unis sont vraisemblablement en train de basculer parce que s'il y a une augmentation très grande des attaques
en Syrie actuellement, sur le plan militaire, c'est dû au fait qu'il y a la perspective de la signature d'un accord le 30 juin entre les 5+1 et l'Iran pour mettre un terme à l'ostracisme dont l'Iran était l'objet depuis 30 ans pratiquement. La date prévue pour un accord, c'est le 30 juin. Alors c'est entre les 5+1 et l'Iran, mais c'est en fait entre les États-Unis et l'Iran. Même si la France va essayer de mettre son grain de sel dans l'affaire, puisque à chaque fois, vous savez qu'elle a voulu être plus royaliste que le roi. Et on voit bien que l'Arabie Saoudite et ses alliés du Golfe, avec également la Turquie, mettent le paquet, si vous me permettez l'expression, mettent le paquet pour renverser le régime de Bachar el-Assad avant le 30 juin. Car après le 30 juin, je pense qu'effectivement, les choses vont être modifiées. Si vraiment il y a un accord le 30 juin entre l'Iran et les États-Unis, disons, il est sûr que ça va changer la donne dans des équilibres dans la région. Il faut comprendre que l'Arabie Saoudite et ses alliés du Golfe, qui sont des régimes tous rétrogrades, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. C'est cependant sur ces régimes complètement rétrogrades que les soi-disant occidentaux, qui n'ont que le mot démocratie à la bouche, s'appuient. Ces régimes sont menacés, ils le savent, parce que, premièrement, le régime est rétrograde et ça va finir par exploser, et deuxièmement, ils subissent des pressions de plus en plus grandes de la part de l'axe chiite. Si l'Arabie Saoudite s'est jetée dans la guerre au Yémen, c'est aussi, qui est une erreur stratégique de sa part, mais elle a fait cette erreur, c'est parce qu'elle se sent menacée par la montée en puissance des chiites. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à le déclarer, puisqu'elle a dit que l'Iran s'était emparé de Bagdad, de Damas, et allait s'emparer du Yémen, de Sanaa. Bon. Donc c'est une obsession pour l'Arabie Saoudite de combattre tout ce qui est chiite, soit en tant qu'État-nation, soit simplement influence chiite. Au Yémen, ce n'est pas un État-nation chiite, mais les Houthis sont... alors curieusement d'ailleurs, enfin pas curieusement, les Houthis sont soutenus par l'Iran politiquement, mais ils ne sont pas soutenus militairement. En revanche, les Houthis sont plus proches, ce sont des haïdites, et ils sont plus proches des sunnites que des chiites sur le plan religieux. Mais néanmoins, il y a des affinités politiques entre eux. Et donc, les affrontements que nous constatons aujourd'hui au Yémen et l'augmentation en Syrie, c'est parce que l'Arabie Saoudite a très peur de cet accord du 30 juin, voisiné d'ailleurs en cela avec Netanyahou et Israël à côté. C'est pour ça que je dis que ce sont maintenant deux alliés tout à fait... C'est réel, c'est très net, c'est clair. Et ils se rencontrent, et donc ils savent que le temps est compté, et donc ils mettent le paquet. Les Turcs sont dans la même situation, parce que M. Erdogan ne pourrait pas survivre au maintien au pouvoir à Damas de M. Bachar el-Assad. Il a tellement basé toute sa politique sur le renversement de Bachar el-Assad qu'il en subirait le contre-coup. J'ai lu ce matin, je crois, dans la presse, ou hier, une presse spécialisée, que le chef de l'opposition en Turquie, ils ont des élections le 7 juin, le chef de l'opposition en Turquie attaquait un parti qui, dans les sondages, est numéro 2 dans les intentions de vote, mais avec une marge assez grande quand même en faveur de l'AKP, le parti de Erdogan, mais néanmoins qui compte dans l'électorat turc. Eh bien ce chef
du parti, j'ai oublié son nom, dit qu'il était scandaleux que la Turquie laisse passer des djihadistes pour entrer en Syrie, et non seulement était scandaleux, mais que les services turcs, les services secrets turcs, avaient attaqué des policiers turcs qui avaient arrêté des camions d'armes qui étaient destinés à la Turquie. Donc vous voyez que maintenant, en Turquie même, le sujet est abordé et que ça devient un argument de campagne électorale. J'ai été un jour dans un colloque à l'Assemblée nationale, il y a un an, peut-être moins d'un an, 8 mois, et qui portait sur l'Irak, ou sur le Moyen-Orient en général, puisque j'ai été amené à parler du rôle de la Turquie dans l'aide qu'elle apporte aux djihadistes qui vont se battre en Syrie. Et à la fin de mon exposé, il y avait dans la salle un diplomate turc qui a demandé la parole, on la lui a donnée, et il a dit qu'il était en total désaccord avec ce que j'avais dit, bien entendu, et dit notamment que j'avais présenté son gouvernement comme étant un gouvernement islamiste, ce qui était faux, et que ce n'était pas vrai que la Turquie aidait les islamistes. Alors, je lui ai répondu, d'ailleurs il y a eu un tollé dans la salle, je lui ai répondu que j'avais sans doute fait une erreur en disant que le gouvernement était islamiste, puisque la Constitution précise effectivement que le gouvernement est laïque, mais il se trouve que le parti et tous les dirigeants qui dirigent la Turquie sont tous des islamistes, puisque l'AKP est un parti islamiste. Des frères musulmans. Des frères musulmans en plus, oui. Et donc, je lui ai dit, vous ne pouvez pas nier que tous ces gens-là sont des islamistes. Et en outre, je lui ai cité plusieurs cas avérés d'aide de la Turquie au passage et même à l'armement de ces djihadistes. Donc, si vous voulez, la Turquie joue un double jeu, elle est d'une hypocrisie permanente, puisqu'elle dit qu'elle n'aide pas les djihadistes, alors qu'en fait, c'est la plaque tournante pour tous les passages de djihadistes, et que, non seulement ça, mais avec cette remarque de l'opposant pour les élections, on voit bien que les services secrets font quelque chose et que leur police et leur armée nationale fait autre chose. Donc, si je vous cite cette anecdote, je vais vous en citer une autre, c'est pour que vous compreniez bien que la désinformation, c'est-à-dire la propagande occidentale, transforme la réalité de ce qui se passe en Syrie, de même que ce qui se passe en Irak, ou de même que ce qui se passe en Ukraine. Parce que, actuellement, la politique que l'Union européenne, sous la pression américaine, voudrait mener en Ukraine, contre la Russie, est une politique contre-productrice et en plus une politique qui vise, qui est contre les intérêts des Européens. Mais les pressions américaines sont telles que l'Union européenne se croit obligée d'obéir. Alors de temps en temps, M. Hollande et Mme Merkel se réunissent et essaient de faire quelque chose ensemble, c'est heureux, mais la pression américaine est énorme. J'ai entendu il y a quelques jours à l'école militaire un représentant de l'Union européenne qui expliquait comment, c'était sur Cuba, qui expliquait comment sur le blocus de Cuba auquel l'Union européenne s'était associée aux États-Unis, lorsque la question avait été débattue à Bruxelles, cet officiel de l'Union européenne a dit « Nous avons reçu des pressions très fortes des États-Unis qui voulaient que nous prenions la solution que nous avons adoptée, c'est-à-dire d'accompagner le blocus de Cuba que souhaitaient les États-Unis. » Donc vous voyez que les pressions américaines se font sur Cuba auprès de l'Union européenne, mais elles se font aussi sur l'Ukraine, et il est évident que sur la Syrie, les pressions américaines se font également très fortes. Alors, on peut avoir un espoir, c'est que, comme je vous l'ai dit, je pense que
la politique américaine est en train de basculer et qu'une fois l'accord signé avec l'Iran, on assistera à un nouveau rapport de force et que ceux qui auront perdu, l'Arabie Saoudite et ses alliés ainsi que la Turquie seront bien obligés de faire face aux nouvelles réalités. En dernière, et en guise de conclusion, en dernier point, je vais vous dire, avant de venir ici, je devais aller à France 24 pour un débat qui a lieu en ce moment sur la télévision sur la Syrie. On m'avait appelé, une journaliste de France 24 m'a appelé, et 2 fois, et je lui ai dit, bon, écoutez, j'ai un colloque à 20h, mais j'arriverai un peu en retard, mais je viendrai à votre émission. Et puis, elle m'a rappelé pour me dire, oui, alors ce sera à telle heure, ainsi de suite, je vous envoie une moto, et puis je vous renvoie une moto ensuite pour aller à Javel. Je lui avais dit que je venais à Javel. Et je vous rappelle. Mais en fait, j'ai entendu, quand elle a été dérangée pendant qu'elle me parlait au téléphone, et j'ai entendu quelqu'un qui lui disait, dis donc, et alors elle a dit, mais oui, mais j'ai Corvès au téléphone, il va pouvoir venir. Et j'ai entendu derrière une voix qui marmonnait quelque chose, et elle m'a dit, bon, je vous rappelle. Et elle ne m'a jamais rappelé. Elle ne m'a jamais rappelé, pourquoi? Parce que France 24, c'est la famille Godmani, qui me connaît bien. Et quand ils ont entendu mon nom, ils ont dit, mais non, il ne faut pas inviter ce type-là à une émission de France 24. Voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup, M. Corvès, de votre témoignage et votre point de vue stratégique sur la situation au Moyen-Orient. Et maintenant, on va passer aux questions. Mais je voudrais quand même passer le témoignage de Pierre Merjani, le député indépendant d'Alep, qui m'a appelé hier et il a un petit message à vous faire passer. Il me dit qu'il est très inquiet de ce qui se passe aujourd'hui. Il est très inquiet du silence de l'Occident. Pourquoi ce silence? Il ne le comprend pas. Il m'a dit aussi qu'il soupçonne fortement qu'il y a à Alep des généraux, c'est pas des généraux, des commandants, des officiers de l'armée turque qui manipulent, qui préparent en fait les opérations à Alep pour prendre Alep. Alors, peut-être vous ne le savez pas, en Syrie, les événements qui sont avancés, c'est plusieurs vies d'un coup qui sont tombées depuis 2 mois. Alors, merci à nos intervenants et maintenant, on va passer aux questions. On a été peut-être un peu long, merci de votre patience et de votre écoute bien voilà. Je dirais peut-être oui. Si les gens le demandent. Qu'est-ce que vous diriez pour être positif, pour faire bouger les choses, d'une manifestation pacifiste à côté de l'ambassade de Turquie en France ou d'Arabie Saoudite également? Comme ça. Pourquoi? Non, si en France, il y a M. Villard, il y a M. Long, il y a plein de députés. Oui. Bon. On pourra faire appel à la manifestation. Si on part perdant, on essaie pas. On pourra faire appel, pourquoi pas, on pourra faire appel à la manifestation. Il ne faut surtout pas partir avec des idées négatives. On pourra pas faire appel, pourquoi pas, à une manifestation effectivement pacifique et un rassemblement. De plus en plus, de toute façon, vous êtes nombreux à venir nous écouter. Eric, il y a quelqu'un qui voudrait poser des questions. Vous êtes nombreux à venir nous écouter et merci beaucoup. Pourquoi pas, on organisera quelque chose bientôt, sachant qu'il y a une réunion qui va avoir lieu, je crois, le 2 juin, concernant la Syrie, on verra ce qu'on pourra faire. Quelque chose à ce propos. En fait, à ce propos, je pense que c'est important au niveau des modalités d'action d'essayer de mobiliser le maximum de personnes et le maximum de médias et aussi des responsables politiques pour qu'ils fassent pression sur la Turquie et sur l'Arabie Saoudite, etc., pour arrêter d'alimenter et de diriger, etc., tous ces terroristes.
Je crois qu'on peut faire une campagne de mails, en fait, arroser vraiment tout le monde de quantité de mails, de communiqués, etc. Il faut réagir au niveau de la presse, au niveau de l'ensemble des médias. Et je pense que ça porte plus ses fruits qu'une petite manifestation où il y aura 50 ou 60 personnes ou 80 personnes qui vont être là une fois et puis c'est tout, quoi. Ma question s'adresse au dernier intervenant, j'ai oublié votre nom, excusez-moi. Monsieur Corvez, Alain Corvez, colonel Alain Corvez. Mon colonel, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi M. Erdogan est allé faire une visite d'État en Iran il y a 6 semaines de près? Visite d'État. Avant la chute d'Idlib. Oui, tout à fait. Avant la chute du... Idlib. Juste avant la chute d'Idlib, tout à fait. La ville du nord de la Syrie. Là, c'est une bonne question parce que les intérêts de l'Iran et les intérêts de la Turquie en Syrie sont complètement opposés, effectivement. Mais le double jeu, voire le triple jeu turc, c'est vraiment une habitude. Et donc, il y a 2 ans, je crois, en 2013, oui, je crois, il y avait eu un rapprochement entre l'Iran et la Turquie qui avec des échanges importants et même des communiqués à la suite d'une visite à nouveau de Erdogan C'était déjà le président Rouhani. Qui avait rencontré le président Rouhani à Téhéran, et il y avait eu un communiqué qui était extraordinaire parce que les 2 États s'entendaient pour mettre un terme à la fitna, à la lutte entre les factions diverses du monde musulman. C'était quand même très important, ça voulait dire qu'il ne voulait plus de cette guerre chiite-sunnite. Et ils s'entendaient, ils s'étaient mis d'accord également pour s'entendre, pour mettre un terme à les désordres qu'il y avait dans le monde, et notamment concernant la Syrie. C'était donc très positif et ça laissait plein d'espoir. Je pense que les Iraniens étaient tout à fait sincères, bien entendu, mais que, comme d'habitude, les Turcs ont changé d'avis quelque temps après, parce qu'ils sont d'un opportunisme sans aucun scrupule, et ils sont capables de changer d'attitude et d'alliance même, avec une désinvolture qui sidère tout le monde. Et en l'occurrence, si Erdogan est allé en Iran récemment, c'est que Erdogan est très menacé. Il est très menacé par les États-Unis qui, paraît-il, voudraient se débarrasser de lui. Et il avait donc des craintes. Et se rapprocher de l'Iran, c'était pour lui de se dire, bon, ben, voilà quelqu'un qui pourra peut-être me soutenir, m'aider à un moment critique. Je ne sais pas ce qui a été décidé entre eux à ce moment-là, mais ce que je sais, c'est que les Iraniens sont toujours très ouverts, beaucoup plus ouverts que les autres, et qu'ils ont toujours fait, notamment en direction de l'Arabie saoudite, ils ont toujours fait des offres de rapprochement et de mettre un terme aux différends et aux rivalités qu'il y a entre eux depuis longtemps. Et en général, il y a un communiqué où on annonce cette volonté, mais les Saoudiens refusent très rapidement, ils n'entrent pas dans ce jeu, et on reproche même maintenant aux Iraniens d'être trop dociles et d'être trop conciliants vis-à-vis des Saoudiens. Les Saoudiens sont dans une paranoïa. Ils savent, d'abord, la famille régnante est très divisée parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter, et en outre, ils savent qu'ils sont condamnés à terme. Alors, si vous voulez, à cet égard, je vais me permettre de dire une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, mais moi je suis désolé que la France s'appuie sur ces régimes qui vont tomber, c'est sûr, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, je ne leur donne pas plus de 5-6 ans, ces régimes vont tomber, et ensuite, on dira, mais enfin, c'était des gens, ils ont soutenu des barbares dans le monde, et en outre, ce sont des régimes qui étaient complètement féodaux. Comment se fait-il que la France, patrie des droits de l'homme,
des grandes valeurs universelles se soit appuyé sur des régimes aussi rétrogrades pour mener sa politique. Alors évidemment, Perelon fait signe, oui, on a signé des contrats d'armement avec eux, mais encore, avec l'Arabie Saoudite, on n'en a pas tellement sur. On en a signé quelques-uns, mais pas tellement quand même. Donc, enfin voilà, donc pour répondre à votre question, je ne sais pas vous dire ce qu'ils se sont dit, Erdogan et le président Rouhani, ou je ne sais pas s'il a rencontré le guide, mais la Turquie est versatile en permanence. Elle n'a... le rêve de Erdogan, c'est de reconstituer une espèce d'empire ottoman, et dans cette vision, ils ont besoin d'abattre le régime de Damas. Et donc c'est une obsession aussi chez Erdogan, de même que c'est une obsession chez les Syriens. Au niveau du terrain, je vais compléter un petit point, je vais laisser une autre question, je vais compléter au niveau du terrain, juste après cette visite. Il y a le chef de l'armée de l'islam, qui s'appelle Zahran Alouche, qui est allé faire sa tournée en Turquie, aussi en Arabie Saoudite, et à son retour, ils se sont ralliés, tous les groupes, les armées et les brigades qui se trouvent en Syrie, ils se sont alliés ensemble, parce qu'ils se battaient entre eux, à un moment donné, ils se sont ralliés ensemble sous la bannière de Al-Nusra, à son retour de... Voilà, ça pour quand même, peut-être... Avec le chef de la coalition. Voilà, et suite à cela, il y a 1700 mercenaires qui sont arrivés de la Turquie. Idlib est tombé, et juste ce jour est tombé. Hier, Palmyre est tombé. Certes, c'est Daesh, mais croyez-le-moi, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'un et l'autre. Et ce qui est très important, je le dis aussi par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, l'armée syrienne libre est alliée aussi avec Al-Nusra. Elle est alliée aussi avec l'armée de l'islam. Elle est alliée aussi avec toutes les brigades qui se trouvent sur le sol syrien. Et on ne sait plus comment ils s'appellent. Le jour au lendemain, ils changent de nom, ils changent de statut. Du moment, ils changent de payant. De celui qui paye leurs prestations, en fait. Une autre question. Sur la prise de Palmyre par Daesh, je voudrais vous donner mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue, mais à partir des informations que j'ai eues sur le plan militaire de la prise de Daesh, je pense qu'il s'agit d'un retrait stratégique de l'armée syrienne. La tactique de l'armée syrienne est de se retirer des points qu'elle ne pourrait défendre qu'avec énormément de pertes. Et je pense que dans le cas de Palmyre, ça a en outre l'avantage de diffuser dans le monde entier. Daesh a pris Palmyre et que finalement ça sert un peu la cause syrienne. Mais je crois qu'il s'agit d'un retrait tactique des forces syriennes. Une autre question ? Oui, j'ai une question concernant oui. La Syrie et le rôle, enfin, le problème de l'eau. Bon, c'est peut-être pas le sujet du jour le plus important, mais il y a quand même le Tigre et l'Euphrate. J'ai travaillé en Iran pendant 10 ans dans le pétrole et dans la finance, et après ça en Turquie pendant 6 ans sur des barrages, enfin dans le financement des barrages. Il y en a actuellement, je crois, une vingtaine sur le Tigre et l'Euphrate. Les banques internationales ont financé ça, y compris les banques françaises, COFACE, donc garantie du gouvernement. Et un hydrophile me disait que, en fait, si la Turquie décidait d'assécher complètement le Chotel arabe, ils remplissent tout simplement les 15 ou 20 barrages. Alors, il y a le problème de l'eau, qui est également important entre Israël et le Golan, notamment, parce qu'il faut regarder un château d'eau pour avoir. La deuxième question, et j'essaierai d'être plus bref, c'est est-ce que Colonel pense que, et monsieur l'ambassadeur, pense que l'OTAN va continuer à garder longtemps la Turquy, parce qu'il y a quand même de sérieux problèmes. Quand on voit les bévues de l'OTAN en Ukraine, ou du moins qui font par exemple
dans les pays scandinaves actuellement, beaucoup de gens s'interrogent, tout le NATO de l'époque de Brejnev ou Khrouchtchev, on en est loin. Voilà. Merci, monsieur. Ah non, je sais pas si... Sur l'OTAN, moi je pense que les États-Unis, ça ne les gêne pas du tout. Moi je crois qu'ils garderont tous les atouts en main. La stratégie du chaos à laquelle on fait référence souvent, pour les États-Unis, ça consiste à faire tout et son contraire. C'est-à-dire de même qu'on peut avoir créé Daesh et puis faire semblant de le combattre, avoir créé Al-Qaïda et faire semblant de ne pas le combattre. Pour l'OTAN, la Turquie est quand même la deuxième armée de l'OTAN, si moi je ne suis pas un expert militaire, mais c'est un vieux membre de l'OTAN, et donc je pense que c'est trop précieux pour s'en débarrasser, ça fait un moyen de pression extraordinaire dans la région. Et même si c'est un allié encombrant, moi je crois que ça n'empêche pas d'essayer de renverser Erdogan et de garder la Turquie dans l'OTAN. Moi je crois que c'est tout à fait compatible. On voit, je crois qu'au Bahreïn, par exemple, où il y a une rébellion, un prétexte de religieux, mais d'une dynastie, d'une population qui est chiite en majorité contre une dynastie qui est sunnite, mais je crois que les États-Unis ont carrément, c'est vrai qu'ils ont condamné finalement, ils soutiennent le gouvernement, mais ils condamnent également ils ne soutiennent pas la rébellion vraiment, ils soutiennent les deux en veillant à ce qu'il reste un état de conflit. C'est ça le top de la stratégie du chaos, de soutenir les deux parties à un conflit, deux parties quelconques qui sont opposées, mais de les soutenir jusqu'à un point où ça ne leur permet pas de gagner, où ça les fatigue. Mais ça, on pourrait comprendre pays par pays, c'est comme ça. On voit bien qu'en Égypte, par exemple, depuis la chute de Moubarak, qui était un de leurs grands alliés, ils ne sont pas opposés du tout à la chute de Moubarak. Ils songeaient même 2 ou 3 années avant les printemps arabes à déstabiliser l'Égypte de Moubarak. Il y avait un directeur de la CIA qui l'avait annoncé. On va déstabiliser l'Égypte de Moubarak. Alors c'était pourtant un de leurs grands alliés. Ils ne sont pas opposés à sa chute. Les militaires ont pris le pouvoir, ils ont soutenu les militaires qui ont pris le pouvoir. Après, il y a eu Morsi, les frères musulmans qui ont été élus, ils ont soutenu Morsi. Morsi a été renversé, ils ont soutenu le renversement. Et les militaires qui ont... Et maintenant, ils soutiennent El-Sisi, le nouveau chef de l'État qui est issu de la hiérarchie militaire. Demain, si El-Sisi était renversé, je suis sûr qu'ils soutiendraient son successeur. Ce qui les intéresse, c'est pas El-Sisi ou Morsi ou je sais pas ou Moubarak. Ce qui les intéresse, c'est de garder la main sur l'Égypte, c'est ça. Et on peut dire ça de tous les pays. Pour la Turquie, c'est pas Erdogan qui les intéresse, c'est de garder la main sur la Turquie. Ils ne se débarrasseront jamais d'un allié comme c'est avec une armée comme ça, c'est précieux. Après, la versatilité, de la Turquie, je sais pas. Moi, je voudrais dire seulement un mot sur les groupes armés, et puis notamment ce Daesh, cet État islamique quand même. Un État, je fais un État entre guillemets, parce que c'est vraiment, c'est pas un État, c'est une bande, c'est un gang criminel, quoi. Mais en fait, qui se réclame de l'État islamique, moi je veux pas, mais enfin, c'est comme ça. Mais je note quand même qu'il y a effectivement une stratégie. Comme disait tout à l'heure, je pense qu'il est vrai que c'est un groupe dont tous les cadres militaires, c'était des dissidents, enfin du Bach irakien, l'ancien parti de Saddam Hussein, qui trouvait là un moyen de revanche. Mais en fait, les Américains, et c'est le produit au fond de tout ça, de l'invasion américaine, les Américains avaient trouvé le moyen, quand il y a eu des insurrections, des contre-insurrections, ils ont emprisonné, en fait, dans la même prison, des islamistes de type sunnite, des islamistes, quoi, des extrémistes, des djihadistes en quelque sorte. Ils les ont mis en prison dans une prison, je crois, Bouka, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et dans une autre prison. Et ils ont mis dans la même prison les officiers de l'armée syrienne qui avaient été démantelés et dissoutes. Et donc là, les officiers qu'est-ce que j'ai dit? L'armée irakienne. De l'armée irakienne, oui. Les officiers de l'armée irakienne qui avait été dissoute. Ils les ont emprisonnés pour les punir d'insurrection contre le régime. Eh bien, il s'est passé dans cet univers carcéral, ce qui se passe y compris dans nos prisons à nous, dit-on, j'en sais rien, j'ai jamais été faire un tour et j'y tiens pas à y aller, mais disons, eh bien, les officiers bassistes irakiens, qui étaient normalement pour défendre un régime laïque, c'était des musulmans la plupart du temps, ils se sont islamisés politiquement, et ils ont fait cause commune, et c'est eux qui ont été les cadres de Daesh. Alors, c'est bien calculé quand même, moi je constate que, disons, qu'il s'agit de l'Irak ou bien de la Syrie, eh bien, le groupe Daesh, l'État islamique, se débrouille quand même pour prendre possession de régions où il y a tous les puits pétroliers. Palmyre, par exemple, ils ont capturé 2 ou 3 puits pétroliers importants, ils avaient déjà le contrôle d'autres puits pétroliers, si bien que je ne sais plus s'il reste beaucoup de gisements pétroliers, disons la Syrie n'est pas un immense pays pétrolier, mais je ne sais plus s'il reste beaucoup de gisements sous le contrôle du gouvernement. Et en Irak, c'est la même chose.
Donc c'est pas du tout à l'aveuglette, comme il a été dit, c'est vrai que c'est pas du tout à l'aveuglette. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, hein, pas ça. Merci. L'autre question, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir. Alors, moi, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier tous les intervenants, vraiment, pour cette conférence d'une rare qualité. Les témoignages qu'on a entendus, et merci d'avoir rétabli la vérité et de nous sortir de l'ignorance. Voilà. Donc moi j'ai une question en fait concernant la France, si j'ai bien compris, puisque j'étais dans l'ignorance jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que la France soutient donc l'Arabie Saoudite? Est-ce que la France est à la botte de l'Arabie Saoudite et du Qatar, donc soutient indirectement Daesh? Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre ce soir. Je voudrais avoir une confirmation, parce que c'est grave. Enfin, voilà. J'ai une question concernant Bachar el-Assad. Quelles sont ses chances, en fait, de tenir? Et quid de l'ONU? Voilà. On va prendre une autre question et on va en même temps. Père Lejeune. Je vais d'abord dire combien j'ai apprécié l'intervention du colonel Corvelle. Je crois qu'il a dit des choses très importantes, en particulier sur l'évolution actuelle de la politique internationale et du rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Il y a un accord entre les États-Unis et l'Iran, et il faut aider la France, notre gouvernement, les médias, à comprendre l'importance de cet accord pour l'équilibre au Moyen-Orient. Deuxièmement, on a beaucoup parlé du Moyen-Orient, on n'a pas fait parler de la Palestine. Il y a une allusion, le colonel en a parlé, l'ambassadeur. Je pense qu'il ne faut pas oublier la crise palestinienne, qu'on a trop oublié. Les Palestiniens souffrent depuis plus de 50 ans. Et une répression terrible dont beaucoup d'États sont complices, plus ou moins, directement. Je voudrais dire aussi une chose. Tout à l'heure, Aïssa Milani a rappelé que dans les épreuves actuelles, les Syriens étaient tous ensemble. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des divisions en Syrie comme partout. Moi, j'ai des amis syriens qui ont des positions d'un côté, d'autres de l'autre. Donc, il y a quand même, et c'est normal, dans tout pays, des divisions. Mais ce qui est vrai dans ce qu'a dit Aïssa, et ça, c'est tout à fait d'accord, c'est que depuis très longtemps, depuis des siècles, et encore maintenant, les Syriens chrétiens et musulmans sont ensemble. Et que c'est un pays où il y a vraiment une coopération. Ils sont syriens en étant chrétiens et musulmans. Ils sont dans les mêmes épreuves, dans la même recherche de paix, de justice, de réconciliation. Et à ce point de vue-là, Aïssa m'a raconté d'ailleurs qu'il y a eu à Damas souvent des rencontres entre des responsables chrétiens et des responsables musulmans qui travaillent ensemble pour la réconciliation, même si certains de leurs ouailles ne sont pas d'accord. Donc je crois que c'est très important qu'il y ait cette coopération entre les responsables chrétiens et musulmans, et vous le savez que le Vatican soutient tout à fait cette coopération entre les chrétiens et les musulmans. Et puisqu'il faut se demander qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, ici, parce que c'est ça le problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je pense que, comme l'a dit ici Aïssa, des manifestations avec 100 ou 200 personnes, il faut bien le faire peut-être, mais ça ne sert pas à grand-chose. Il faut expliquer aux médias, aux responsables, aux gouvernants, majorité et opposition. Et moi, j'ai souvent dit à mes amis syriens qu'il faudrait que viennent à Paris, dans les mois qui viennent, des responsables chrétiens et musulmans, des évêques et des muftis, qui viennent ensemble. Et s'ils venaient à Paris, qui rencontraient les milieux de l'Église, les milieux du gouvernement, s'ils disaient ce qu'ils vivent là-bas, avec une parole de sagesse, de réconciliation, ça serait très important. Et moi, je souhaite beaucoup que les Syriens s'organisent pour faire venir à Paris
des responsables chrétiens et musulmans qui pourraient être reçus par les plus hautes autorités politiques et religieuses et qui pourraient leur expliquer la situation. Merci, mon père. Merci, mon père, de votre témoignage. Et merci, mes élèves, de vos réponses. Oui, mon père, les chrétiens et les musulmans en Syrie vivent en harmonie depuis des siècles. Ils ont su vivre ensemble depuis des milliers, depuis qu'il existe la chrétienté, parce qu'en fait, la chrétienté est née sur notre terre, et l'islam est arrivé et l'a accueilli. Et bien entendu, il y a les chrétiens qui sont aussi arabes. Il n'y a pas que les musulmans qui étaient aussi arabes. Et ils ont été accueillis par les arabes chrétiens. Et nous vivons ensemble en harmonie depuis 1600 ans. Et ce que je voulais vous dire aussi, mon père, que le projet, c'est un projet. Je ne voulais pas le dire en public. Il est tout à fait, pour l'instant, en préparation. Ils viendront, ils diront, passeront le message de fraternel dans lequel vit le peuple syrien. Ils viendront, c'est les responsables religieux. C'est un projet qui est en train de se préparer et je ne voulais pas en parler maintenant, mais il se concrétisera peut-être en septembre. Si ce n'est pas en juillet, ce sera en septembre. Par rapport aussi à ce qui l'avenir pour la Syrie, les actions, déjà pour nos actions, nous ne sommes jamais d'en parler et de parler de manière pacifique, d'alerter le public, d'alerter l'opinion du public, d'alerter les politiques. Et encore, ce matin, on était aussi, et on en parlait, auprès des élus, représentants du peuple français, mais aussi auprès du gouvernement français. Nous ne cessons pas de porter notre parole, parce que notre seule arme ici, nous, c'est notre langue. Nous n'avons pas une arme autre que notre langue pour qu'on puisse vraiment la porter au plus vite, pour arriver aux finalités qui est la paix. Parce que c'est quand même, après tout, c'est qu'il faut qu'on arrive à un moment donné où il y ait la paix. C'est cette guerre-là. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ah oui, la question de... On va répondre. Oui, quelle est la situation militaire actuelle, puisqu'on a quand même vu successivement la prise d'Erbil, la prise de Ramadi, qui était extraordinairement bien organisée, puisqu'ils ont attaqué des quatre côtés, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et en pleine nuit, la ville en Irak. Et la ville a été complètement surprise. Et maintenant qu'elle Palmyre. Est-ce qu'on peut, est-ce que l'armée syrienne va être capable de résister, parce que vraiment ça commence à être inquiétant. Est-ce qu'on peut espérer une intervention iranienne ou russe, ou les deux? Peut-être après le 30 juin. On va répondre. Une autre question, parce qu'il ne reste plus qu'un seul micro. Monsieur? Oui. Oui. Vous avez fait l'éloge direct de Assad, mais enfin, c'est quand même lui, complètement aveugle, qui a envoyé des gaz toxiques sur des gens. C'est ce qu'on vous a dit, monsieur. Oui, non, c'est pas vrai, monsieur. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. On vous a dit ça comme on ne vous a pas dit ce qu'ils font, les islamistes en Syrie. On vous a dit ça comme on ne vous a pas dit qu'ils nous ont mis tous les Syriens derrière une opposition qu'on n'a pas connue, qu'on ne connaît pas et qu'on ne reconnaît pas. On vous a dit ça comme on vous a dit qu'il y a une révolution qui est pour le peuple syrien, pour qu'il y ait la paix et la démocratie. Alors le peuple syrien n'a rien demandé, ni à ces gens-là, ni au gouvernement français, ni au monde entier. Ils vivent en paix. Savez-vous, monsieur, que la paix, je sais très bien ce que je dis, le mot paix existe en Syrie. C'était la chose la plus chère à l'être humain.
la plus chère à l'être humain, c'est qu'il y ait la paix civile. Et bien, il y avait la paix civile en Syrie. Et on sortait le soir, hommes, femmes, on ne craignait rien. On ne craignait ni que quelqu'un nous agresse en tant que femme. Ici, en France, moi je sors, j'ai peur que quelqu'un m'agresse en tant que femme, la nuit. Et bien en Syrie, jamais. Tous les jours, il y a des... En Syrie, jamais. On ne fermait pas nos portes. On risque ni être volé, ni violé, ni agressé. Ça n'existait pas ça en Syrie. C'était un pays où nous vivions tout, vraiment les choses la plus chère à l'être humain, qui est sa sécurité, n'existe pas dans les pays qui veulent nous apporter à nous démocratie et liberté. Ils nous ont apporté, monsieur, la mort. Ils nous ont apporté l'humiliation. Ils nous ont apporté la destruction. Voilà ce que nous a apporté la révolution syrienne. Il y a des individus. Ce sont des individus ici qui ont parlé en notre nom, au nom de ma famille, au nom de mes cousins et ma famille. Ils ont parlé ici. Ma famille n'a jamais demandé ce qu'ils demandent. Ces individus-là, ils n'ont pas d'assises en Syrie. Ils ont aucune assise en Syrie, sauf les frères musulmans. Alors, si cette opposition-là, qui se trouve en France, et elle parle en notre nom, et cette opposition-là, elle est laïque, je voudrais voir ça sur le terrain. Je voudrais qu'on me montre sur le terrain, à moi et à tous les Syriens, un seul partiel de la Syrie où il y a liberté, démocratie et même paix, monsieur, dans lequel vivait la population syrienne. Je voudrais savoir pourquoi, dès qu'ils arrivent dans un village, les villageois fuient immédiatement. Voilà ce qui se passe concrètement sur le terrain syrien. Depuis 4 ans, un peuple humilié, un peuple affamé, un peuple violé et volé. Voilà ce qui se passe en Syrie. Voilà les termes qu'on vous emploie et on ne les a jamais entendus à la télévision française et on ne les lira jamais dans les journaux français. Notre souffrance, monsieur, elle est là parce que ce sont nos familles. Ce qu'on vous dit, ce sont nos paroles parce que nous sommes nous, les Syriens. C'est nos familles qui se trouvent là-bas et c'est eux qui souffrent. Et ils meurent aussi avec des armes françaises. Les armes Milan, qui sont les missiles Milan, qui sont lancés à Alep, ce sont des armes françaises données par le gouvernement français à la rébellion syrienne. À la rébellion syrienne qui n'a jamais été modérée. Elle a toujours été de tendance islamique. Je vais vous donner les slogans qui sloguaient ces gens-là, qui criaient en sortant de la mosquée. Déjà, vous allez repérer tout seul les termes qui employaient et les temps. Première chose, ils sortaient de la mosquée vendredi, après la prière de vendredi, en criant Allahu Akbar. C'est un signe de quoi pour vous? De liberté? Deuxième chose, premier slogan qui disait, on l'a dit tout à l'heure, chrétiens à Beyrouth et les Alaouites au tombeau. Ça c'était quoi? C'est liberté, démocratie ou c'est confessionnel? Ils criaient aussi, ils criaient à Homs, là où on a dit la capitale de la révolution. De la révolution. À Homs, on disait quoi? On voudrait un président sunnite qui a peur d'Allah. Est-ce que ça veut dire? On voudrait un président sunnite qui a peur d'Allah. Est-ce que ces termes-là, pour vous, ce sont des termes de démocratie, de liberté? Voyez-les-moi. Si le peuple syrien adhère à cela, si le peuple syrien voulait vraiment cette révolution-là, Bachar ne sera plus là. Depuis longtemps, il n'aurait pas tenu 4 ans aujourd'hui en tant que président. Il n'aura pas été non plus réélu le 3 juin 2014, l'année dernière, lors des élections présidentielles qui y a eu lieu. En revanche, monsieur, il y a eu des changements en Syrie. Il y a eu des changements, vous ne le savez pas, des changements réellement politiques. Il y a eu une nouvelle constitution qui a été réellement constituée, écrite, nouvelle et votée le 26 février 2012. Il y a eu un nouveau parlement aussi en Syrie. Un nouveau parlement avec des parlementaires indépendants. Avec des parlementaires indépendants. Peut-être je criais tout à l'heure pour que tout le monde m'entende. Avec des parlementaires indépendants. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2011, en Syrie, il y a les le pluralisme, voilà, multipartisme, et il y a aussi été supprimé le fait que l'article 8 de la Constitution
qui stipulait que le parti basse était le parti unique de l'État. Voilà. Et aussi, il y a eu la liberté de la presse, et depuis, il y a beaucoup d'ouverture. Il y a des journalistes qui se sont créés, même des chaînes de télévision qui ont été créées, qui sont libres, et aussi des partis politiques qui ont été créés et qui sont les représentants du peuple au Parlement. Ça, par contre, à chaque fois qu'ils faisaient des avancées, et ces avancées-là, on disait c'est des mensonges, et on ne croit pas, et on n'en veut pas. C'était tout ce qu'ils faisaient, toutes les avancées qu'ils voulaient mettre en place ont été rejetées en bloc. Moi, je ne défends pas personnellement un homme. Moi, je défends, et ici, nous sommes pour vous éclairer sur ce qui se passe réellement. On défend un État. On défend un État souverain et un peuple souverain, de qui on en a parlé, au nom de qui on a menti. Et ça, c'est très important. Au nom de qui on a menti. Le peuple syrien n'a rien demandé. Voilà. Je crois que l'ensemble des Français ignorent un traité très important. Vous savez, on parle du président. C'est une façade qui cache 3 buts qui ont été définis dans un traité en 2011 à Doha. En 2011 à Doha, où étaient présents nos chers pays, France, Angleterre, Italie, tout ça, et les États-Unis, où il y avait 3 buts dans ce traité. Premièrement, la sécurité d'Israël. Deuxièmement, abattre le carquet de l'Iran. Et troisièmement, utiliser la Syrie pour des oléoducs d'eau pour Israël et des oléoducs pétrole pour les États-Unis. Alors arrêtons de parler du président. Aucun pays, comme en France, tout se passe normalement, démocratiquement. Il n'y a aucun pays au monde où la démocratie est parfaite. Bon, nous sommes d'accord qu'il y avait des abus, qu'il y avait des gens qui profitaient des choses, mais ce n'est pas une raison suffisante pour détruire un peuple. Un peuple. Et c'est tout. Alors, je demande à tous les présents ici, quelle que soit leur référence politique, de faire bouger vos parlementaires. Il s'agit d'une question humaine. Nous ne pouvons pas rester en silence devant des massacres, une sauvagerie inimaginable. Une sauvagerie, comment ces représentants, comment ces messieurs de gouvernants peuvent dormir le soir en sachant qu'il y a des femmes qui sont tuées, décapitées, brisées, violées, des enfants tués, des gens innocents tués, brisés, décapités comme des animaux. Mais les animaux féroces ne pratiquent pas cette sauvagerie. À vous de réveiller la France que nous aimons. Si je suis là depuis 50 ans, parce que j'ai appris moi dans ma jeunesse mes ancêtres des Gaulois. Bon, nous aimons la France, mais telle que nous l'avons connue, pas comme aujourd'hui, avec des gouvernants qui osent dire, qui osent dire que Al-Nasra fait du bon travail. Mais comment peut-on arriver à une chose pareille? Al-Nasra fait du bon travail en Syrie. C'est à perdre la tête de la raison. Merci. Merci, mon père. Merci, mon père. Merci pour votre témoignage, mon père. Il y a une question d'abord, monsieur. Oui. Juste une question géopolitique concernant l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que l'Iran ne cherche pas à tout prix, je dirais, à avancer dans le domaine nucléaire et cherche un petit peu à enfumer quelque part le monde et les États-Unis, et une fois le nucléaire obtenu, il n'aura rien à foutre de la Syrie, ni Bachar al-Assad. Non. J'ai oublié de vous rappeler une chose. Une parole du général, il y a 50 ans de ça. On a voulu faire entrer la France dans un machin, c'est son terme, un machin international pour la soumettre à Washington. C'est le général de Gaulle qui l'a dit, pas moi. Alors, on va répondre à la dernière question.
de la demoiselle. Je vais terminer avec cette question qui était posée, la question de la demoiselle sur la position de la France, et on termine ce soir. Après, on vous invitera à prendre un petit peu derrière vous. Et merci beaucoup. On discutera autour de verre quand on terminera la discussion. Donc, on va laisser quand même répondre à cette question-là. Oui, je le dirai après. Non, mais en fait, moi je voudrais parler à propos du droit à l'Iran par rapport au nucléaire. Il y a quelque chose qu'on ne dit jamais, c'est qu'Israël a déjà la bombe atomique. Et ils ont un ensemble d'armes atomiques absolument impressionnant. Et puis, donc, pourquoi pas l'Iran n'aurait pas aussi sa bombe atomique? Enfin, pour moi, c'est un droit de tous les pays, de tous les peuples, tout simplement. Alors, on est en train de faire toute une histoire. Pourquoi? Parce que Israël a des phobies, parce que l'Arabie Saoudite a des phobies, et on est en train de mettre l'Iran sous pression depuis 15 ans, et sous sanction, tout simplement, en les accusant, alors qu'ils disent clairement qu'ils ne veulent pas faire la bombe. Mais en fait, même si c'était le cas, je veux dire, ils ont tout à fait le droit. C'est ma position. Parce que ce qu'il faut pas, on peut remarquer que finalement l'Iran, le programme nucléaire, il existe depuis le temps du Shah. C'était un des premiers États au monde, disons, à développer un programme civil et avec la collaboration des États-Unis. Il faut noter et de la France. Et il faut noter que les États-Unis ont signé un programme, dans le cadre d'un programme Atome pour la paix, avaient signé un traité de coopération presque stratégique avec l'Iran, parce que le Shah, le régime du Shah, c'était le gendarme de l'Amérique dans la région. Et donc ça ne gênait personne. Et même les protagonistes de ceux qui avaient contraint, même convaincu le président Gerald Ford a signé le dernier accord de coopération qui ouvrait la voie de l'Iran pour l'arme atomique, par exemple, c'était des gens qui s'appelaient Dick Cheney, c'était des gens qui s'appelaient Donald Rumsfeld, et autres, vous voyez quels sont les personnages. Mais à l'époque, ça ne gênait personne, c'était le Shah. Je constate quand même qu'avec l'Iran, il n'y a jamais eu de problème avant, ça ne gênait personne. C'est seulement quand la révolution islamique en Iran a été instaurée en 1979, donc avec le nouveau régime, que là, tout d'un coup, on a découvert le dossier nucléaire iranien. Le dossier nucléaire iranien, il a été créé de toutes pièces quasiment en 2002-2003, après que l'Irak ait été abattu. Parce que dans la géostratégie américaine, il y avait les États-Unis jugeaient bon de contenir les deux grandes puissances potentielles de la région, l'Irak et l'Iran. Et donc, ils ne pouvaient pas les abattre tous les deux en même temps, donc ils ont utilisé d'abord l'Irak pour abattre l'Iran. Ça ne marchait pas, ils ont abattu l'Irak, et après on s'est retourné sur l'Iran. Et ils ont délégué, comme d'habitude, les Européens, disons la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, pour faire le travail à leur place. Les Américains, d'ailleurs de même que les Russes et les Chinois, n'ont rejoint la négociation sur le dossier nucléaire iranien, à vrai dire que lorsque ce dossier a été transféré par l'Agence internationale pour l'énergie atomique vers le Conseil de sécurité, c'est-à-dire en 2006. Et là, on a vu les États-Unis, la Chine et la Russie se joindre aux négociateurs européens. Mais le fer de lance au début, c'était la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et en 2002-2003, c'était uniquement pour créer un dossier sur l'Iran. Sous prétexte, on va discuter entre copains comme ça. Comment, tiens, il y a un TNP, comment est-ce que vous l'appliquez, vous, quelles sont vos idées là-dessus? Voilà comment on fait, nous. En réalité, c'était pour enclencher. Alors, on accuse Ahmadinejad, ou je ne sais pas quoi, après d'avoir durci le dossier. En fait, je crois que c'était une fausse accusation. En réalité, c'était uniquement pour harceler l'Iran. Et on a raison de dire qu'on dit que ça dure depuis 2002-2003. C'est-à-dire ça fait 12 ou 13 ans. Et avec un jeu du chat à la souris entre l'Agence pour l'énergie atomique et le Conseil de sécurité, avec des résolutions pour tenter de coincer l'Iran. Le problème de l'arme nucléaire, l'Iran n'en veut pas, bien c'est vrai que d'un point de vue moral et intellectuel, on ne voit pas pourquoi il y a des États qui pourraient l'avoir et puis des États qui ne pourraient pas l'avoir. Parce que c'est comme toutes les situations privilégiées. Moi, j'ai par exemple, le Conseil de sécurité, c'est ça, moi j'ai le droit de veto, je veux que personne d'autre ne l'ait. J'ai les 5 puissances nucléaires, en fait, c'est les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Alors moi, j'ai l'arme nucléaire, j'interdis aux autres de l'avoir. Alors quand c'est des trop gros pays qui l'ont, eh ben, on ne peut pas les empêcher, comme l'Inde par exemple, bon, le Pakistan, parce que c'est un État islamique, un État musulman, alors là on a commencé à avoir des précautions. Et puis l'Iran, effectivement, ça faisait fantasmer. L'Iran fait fantasmer depuis 1979 tout l'Occident. Depuis qu'ils ont affirmé qu'ils soutenaient la Palestine. Merci à nos intervenants pour la qualité de leur intervention. Merci beaucoup, on n'avait pas répondu à la jeune fille.
Et ce matin, ce que moi je peux vous permettre de vous dire, ce matin il y avait un colloque et la question a été posée lors de ce colloque, est-ce que la France peut-elle avoir une politique étrangère indépendante? Et je peux vous dire que les intervenants toute la matinée, qui sont quand même de grande qualité et des grandes personnalités françaises, ont tous dit que la France a aussi un avenir. Certes, ils ont critiqué la politique actuelle de la France et l'incohérence dans sa politique, néanmoins, ils ont laissé la porte ouverte et un espoir qu'il y a des changements, qu'il y aura aussi des assises dans la politique qu'elle mène par la France, qu'elle soit au niveau économique, elle ne s'arrête pas au pays du Golfe, hein, elle ne s'arrête pas non plus en Syrie, elle est internationale et la France est présente au niveau international et elle a un poids au niveau international. Certes, elle s'est trompée sur le dossier syrien, et ça tout le monde l'avoue maintenant. Certes, elle s'est trompée sur le dossier syrien, mais elle s'entête quand même dans ce dossier. C'est normal, elle garde aussi son je ne sais pas pourquoi, enfin. Maintenant, on va passer au pot, mais avant, je vous remercie. Moi, ouvertement, je ne pourrais pas dire. Voilà. Maintenant, je vous remercie de votre présence. Nous vous remercions aussi de la participation à des livres pour cette conférence, pour payer aussi la salle. Nous invitons à prendre avec nous un pot d'amitié et on continuera à en parler ensemble. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi, merci, n'oubliez pas que M. Rambaud, en dernier mot, M. Rambaud, il vend son livre là-bas qui est sur le grand Moyen-Orient. Il dédicace plutôt son livre. Et mieux, il fatigue à la base. Merci beaucoup. Merci. Merci.